Je m'appelle Mathieu. J'ai 34 ans, je suis photographe indépendant. Et pendant longtemps, ma spécialité a été l'exploration urbaine. L'urbex, comme on l'appelle. J'ai parcouru l'Europe entière pour immortaliser des usines rouillées en Allemagne, des asiles désaffectés en Italie, des châteaux en ruine dans la campagne écossaise. J'ai toujours eu une approche très cartésienne de mon métier. Pour moi, un bâtiment abandonné n'était fait que de briques, de bois pourri, de béton effrité et de souvenirs morts. Je ne croyais pas aux fantômes. Je ne croyais pas aux esprits frappeurs, ni aux malédictions. La seule chose qui me faisait peur dans ces endroits, c'était de passer à travers un plancher pourri ou de tomber nez à nez avec des squatteurs mal intentionnés. C'était avant l'automne 2019. Avant que je ne reçoive cette commande d'un éditeur pour un livre de photographie sur le patrimoine rural oublié de la région Auvergne, dans le centre de la France. Mes recherches m'avaient conduit dans un petit village isolé, perdu au fond d'une vallée encaissée, cerné par des forêts de sapins si denses qu'elles semblaient absorber la lumière du soleil. Le village s'appelait Saint-Cénery-les-Bois. À la lisière de ce village se trouvait mon objectif, le domaine d'Épines Noires. C'était une grande bâtisse bourgeoise de la fin du 19e siècle, abandonnée depuis les années 1960. Les photos d'archives montraient une maison magnifique, imposante, avec un toit en ardoise, des tourelles et une immense serre en verre. Quand je suis arrivé à l'unique auberge du village pour récupérer les clés, le propriétaire actuel, un lointain héritier vivant à Paris, me les avait fait déposer là. J'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. L'aubergiste, un homme d'une soixantaine d'années au visage buriné, a posé le trousseau de clés rouillées sur le comptoir en bois massif avec une hésitation palpable. Il ne m'a pas regardé dans les yeux. « Vous y allez pour la journée, n'est-ce pas ?» m'a-t-il demandé d'une voix rendue rocailleuse par le tabac. J'ai prévu d'y camper avec mon fourgon pour 2 ou 3 nuits. Ai-je répondu avec un sourire confiant. J'ai besoin de capter la lumière du matin et du crépuscule sur les façades. L'homme a cessé d'essuyer le verre qu'il tenait. Le silence dans l'auberge est devenu soudainement pesant, lourd, comme si la pression atmosphérique venait de chuter brutalement. « Ne dormez pas là-bas », a-t-il dit doucement. Ce n'était pas une suggestion. C'était un avertissement pur et simple. Face à mon regard sceptique, il a soupiré, s'est penché au-dessus du comptoir et a baissé la voix. « Écoutez, mon gars, les gens de la ville, vous pensez tout savoir. Mais Épines Noires, elle n'est pas vide. Elle a été abandonnée pour une raison. Si vous devez absolument y aller, respectez les règles. Nos règles. » J'ai sorti mon carnet, amusé à l'idée de recueillir un peu de folklore local pour la préface de mon livre. Quelles règles? Premièrement, a-t-il commencé, l'index levé. Avant d'entrer, vous posez un bol d'eau avec une poignée de gros sel sur le pas de la porte d'entrée. C'est pour absorber ce qui stagne à l'intérieur. Si, quand vous sortez, l'eau est devenue noire, vous montez dans votre camion et vous ne revenez jamais. Jamais. Deuxièmement, la maison grince. C'est normal. Mais si vous entendez des coups secs, réguliers, ne faites aucun bruit. Ne tapez pas du pied, ne claquez pas de porte. Ne lui répondez pas. Elle cherche un écho. Et troisièmement, il a dégluti, ses yeux scrutant nerveusement l'extérieur, comme si la maison pouvait l'entendre à 3 km de distance. Quand le soleil se couche et que la nuit tombe, si vous êtes à l'extérieur, ne regardez sous aucun prétexte la fenêtre en haut à droite, celle de l'ancienne chambre d'enfant, même si vous entendez quelque chose. Surtout si vous entendez quelque chose. J'ai noté tout cela avec un sourire poli, les remercié et pris les clés et suis parti. J'étais presque ravi. Ce genre de superstition rurale allait donner une ambiance fantastique à mes photos. J'ai conduit mon fourgon aménagé sur le chemin de terre cabossé qui menait au domaine. La forêt se refermait sur moi, les branches mortes griffant la carrosserie dans un crissement désagréable. Puis, les arbres se sont écartés, révélant la maison. Épines Noires portait bien son nom. C'était une structure massive, grise, recouverte d'un lierre mourant qui ressemblait à des veines noires enserrant la pierre. La serre en verre sur le côté était brisée, ses éclats jonchant le sol comme les dents d'un prédateur géant. L'air y était différent. Il n'y avait pas de vent, pas de chant d'oiseaux. Juste un silence mortuaire,
d'une épaisseur anormale. Un silence qui pressait contre mes tympans. Pour m'amuser, et peut-être pour une raison plus obscure que je refusais d'admettre, j'ai pris un bol en plastique dans mon fourgon, l'ai rempli d'eau et y ai versé une dose généreuse de gros sel avant de le poser sur le perron envahi par les mauvaises herbes. J'ai inséré la clé dans la lourde porte en chêne. Elle a tourné avec un craquement sinistre. J'ai poussé la porte. L'odeur m'a frappé en premier. Ce n'était pas seulement la poussière et le renfermé. C'était une odeur douceâtre, presque cuivrée, rappelant vaguement la viande laissée trop longtemps hors du frigo, mélangée à l'effluve humide des champignons de cave. Mon estomac s'est contracté. J'ai allumé ma lampe torche puissante. Le faisceau a tranché l'obscurité du vaste vestibule. Les murs étaient tapissés d'un papier peint autrefois luxueux, aux motifs floraux, mais l'humidité l'avait fait cloquer. Des lambeaux pendaient vers le sol, immobiles, ressemblant atrocement à des peaux mortes qu'un reptile géant aurait muées. Le plancher était recouvert d'une couche de poussière si épaisse qu'elle ressemblait à du velours gris. Et c'est là que j'ai ressenti la première anomalie. En marchant, je ne faisais pas d'empreinte normale. La poussière ne volait pas. Elle semblait lourde, grasse, comme si elle collait à mes semelles. J'ai passé la première journée à documenter le rez-de-chaussée. Le salon avec ses meubles recouverts de draps blancs jaunis par le temps, la salle à manger avec sa longue table mangée par les termites. Je me concentrais sur mon appareil photo, ajustant mes ouvertures, mes temps de pause. Mais mon esprit rationnel commençait à s'effriter. Il y avait cette sensation constante, cette pression psychologique. Vous savez, peut-être, oui, c'était ça, juste la dilatation thermique. Je respirais vite. Sans m'en rendre compte, dans mon stress de chercher une explication logique, j'ai commencé à tapoter nerveusement l'extrémité de mon stylo en métal contre la table de mon fourgon. Asterisk tic, 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 asterisk. Soudain, le son dans la maison s'est arrêté. Le silence qui a suivi était d'une lourdeur insoutenable. Mon sang battait à mes tempes. J'ai arrêté de tapoter mon stylo, soudain conscient du bruit que je faisais. Les mots de l'aubergiste me sont revenus avec la violence d'un coup de poing à l'estomac. Astérisque ne lui répondait pas. Elle cherche un écho astérisque. J'ai retenu mon souffle. 1 minute a passé. Puis 2. Rien. J'ai doucement expiré, me traitant mentalement de paranoïaque. J'allais me remettre au travail. Et c'est là que le son a repris. Asterisk talk. 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 Asterisk. Mais cette fois, ce n'était plus espacé de 3 secondes. C'était plus rapide. Ses proportions étaient cauchemardesques, tordues, avec 2 ou 3 coudes au lieu d'un. Au bout de ce bras, une main aux doigts effilés comme des lames, démesurée, grattait lentement la façade en pierre à l'extérieur, juste en dessous de la fenêtre. Le bruit de ses ongles ou de ses griffes raclant l'ardoise et la pierre m'est parvenu, effaçant le bruit du vent. Asterisk shririike. Shririike. Asterisk. Mais le pire n'était pas le bras. Le pire, c'était le visage qui est lentement apparu dans le cadre de la fenêtre. Il n'y avait pas de nez, pas de bouche. Juste une surface de peau blafarde, lisse, étirée à l'extrême. Et à la place des yeux, 2 trous noirs, d'une profondeur insondable. Bien qu'elle n'ait pas d'yeux, j'ai su, avec une certitude absolue qui m'a glacé jusqu'à l'âme, que cette chose me fixait. Elle me voyait à travers la vitre de mon camion. Elle savait que je l'avais vue. Elle savait que j'avais répondu à son appel. La main démesurée a cessé de gratter la pierre. Le bras aux multiples coudes s'est replié. La chose a lentement levé un de ses doigts immenses et a pointé dans ma direction. Puis, la tête s'est inclinée sur le côté, à un angle impossible, avec un craquement cervical si fort que je l'ai entendu depuis mon véhicule. Je n'ai pas réfléchi. La panique absolue a pris le contrôle de mon corps. J'ai bondi sur le siège conducteur, mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber mes clés 2 fois. Le bruit de ma respiration saccadée emplissait l'habitacle. J'ai enfin réussi à insérer la clé, j'ai tourné le contact. Le moteur du fourgon a rugi. J'ai allumé les phares en plein phare. Les faisceaux lumineux ont balayé la façade d'épines noires. La fenêtre en haut à droite était violemment éclairée. Elle était fermée. Il n'y avait rien. Juste le reflet de mes phares sur la vitre crasseuse.
Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai écrasé l'accélérateur, faisant patiner mes roues dans la boue et l'herbe morte. J'ai quitté le domaine à une vitesse suicidaire, manquant de m'écraser contre les arbres de la forêt à plusieurs reprises. Je n'ai pas regardé dans mon rétroviseur. Je savais que si je regardais, je verrais cette chose courir derrière moi sur ses membres désarticulés. Je n'ai jamais rendu les clés à l'aubergiste. J'ai conduit toute la nuit, sans m'arrêter, jusqu'à Paris. J'ai abandonné le projet de livre, prétextant une urgence familiale. Je n'ai jamais développé les photos que j'ai prises à l'intérieur du rez-de-chaussée. J'ai jeté la carte mémoire dans la Seine. Aujourd'hui, des années plus tard, je vis dans un appartement ultramoderne. Pas de bois, pas de parquet qui craque. Que du béton, du verre, de l'acier. Mais il y a des nuits, quand la ville dort enfin et que le silence s'installe, il y a des nuits où je suis réveillé en sursaut par un son. Asterisk toc, 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 asterisk. Un son qui vient du mur de ma chambre. Et dans ces moments-là, je reste pétrifié dans mon lit, retenant ma respiration jusqu'à en avoir les poumons en feu. Je prie, je pleure silencieusement, terrifié à l'idée que mon cœur bat trop fort. Car je sais que si mon rythme cardiaque s'aligne sur ce bruit, cette chose saura où me trouver. La maison d'épines noires m'a laissé partir physiquement cette nuit-là. Mais dans ma tête, une partie de moi est toujours assise dans ce fourgon. Une partie de moi fixe toujours cette fenêtre. Et la chose sans visage me regarde en retour. Pour l'éternité, respirez profondément. Sentez-vous comme l'air de votre pièce semble soudainement un peu plus lourd? C'est le pouvoir des histoires. Elles modifient notre perception de la réalité. Le récit de Matthieu nous prouve une chose terrible. Parfois, l'abîme vous regarde en retour et il a un visage que vous n'oublierez jamais. Mais que se passe-t-il lorsque l'abandon ne concerne pas une demeure majestueuse et lointaine, mais un lieu qui fait partie de votre propre sang? Un héritage. Il y a une croyance très ancienne qui murmure que les maisons de famille absorbent les émotions de ceux qui y vivent. Les chagrins, les peurs, les non-dits s'infiltrent dans le plâtre, s'accrochent aux poutres et y mûrissent dans le noir. Quand les propriétaires fuient et laissent la maison à l'abandon, ces émotions ne disparaissent pas. Elles fermentent. Elles deviennent conscientes. Notre prochaine histoire nous emmène dans les brumes de la Bretagne, au cœur des terres désolées des Monts d'Arrée. Une région magnifique, mais rude, où les légendes celtiques ne sont pas seulement racontées aux enfants, mais chuchotées avec crainte par les anciens. C'est l'histoire d'une jeune femme cartésienne qui pensait simplement vider une vieille maison de famille. Elle allait découvrir pourquoi. Parfois, il vaut mieux laisser les portes verrouillées et les souvenirs enterrés. Écoutez bien. Et si vos miroirs se mettent à s'embuer ce soir, ne les essuyez pas avec votre main. Je m'appelle Clara, j'ai 28 ans, et jusqu'à l'année dernière, ma vie était parfaitement ordonnée. Je suis archiviste numériseur pour une grande bibliothèque à Lyon. Mon quotidien est fait de données, de classification, de logique pure. Pour moi, le passé est quelque chose que l'on range dans des boîtes sans acide et que l'on scanne en haute résolution. Il n'a pas de pouvoir sur le présent, si ce n'est celui qu'on veut bien lui accorder. Tout a basculé au décès de ma grand-tante, Yvonne. Je ne l'avais jamais rencontrée. Dans ma famille, Yvonne était le secret honteux, la vieille fille excentrique dont on ne parlait qu'à demi-mot. Elle vivait recluse dans un minuscule appartement à Brest depuis 30 ans. Mais à sa mort, le notaire m'a contacté pour m'annoncer que j'étais sa seule héritière. L'héritage ne consistait pas en un pactole financier, mais en une propriété foncière, une grande ferme isolée, bâtie en pierre de taille, au cœur des Monts d'Arrée, dans le Finistère. Le domaine s'appelait Kéromène. Le notaire, un homme bedonnant et transpirant, m'avait tendu les clés avec une hâte qui, rétrospectivement, aurait dû m'alerter. Il m'avait aussi remis une enveloppe jaunie, scellée à la cire. Votre grand-tante a insisté pour que vous lisiez ceci avant de vous y rendre, mademoiselle. Elle était très pointilleuse concernant cette maison. Elle l'a quittée précipitamment en 1993 et n'y a plus jamais remis les pieds, refusant catégoriquement de la vendre de son vivant. J'avais ouvert la lettre dans le TGV du retour. L'écriture d'Yvonne était tremblante, erratique,
comme tracé par une main terrorisée. Le contenu n'était pas un mot d'adieu affectueux. C'était une liste. Une stupide liste de règles. Astérisque à celle qui héritera de Kéromène. Si tu y vas, tu dois savoir pourquoi je suis parti. La maison n'est pas vide. La solitude l'a rendue affamée. Si tu dois y séjourner pour la vider, tu respecteras ces 3 lois, ou tu ne repartiras pas astérisque. Astérisque règle numéro 1, ne touche jamais aux ronces qui condamnent la porte nord, celle qui donne sur la lande. Elles ne sont pas là pour empêcher les intrus d'entrer. Elles sont là pour retenir ce qui est dans les murs astérisque. Astérisque règle numéro 2, si tu vois de la buée sur un miroir alors qu'il ne fait pas humide, regarde bien. Si la buée est du côté intérieur de la vitre, recouvre le miroir d'un drap noir immédiatement. Ne plonge jamais ton regard dans la zone embuée astérisque. Astérisque règle numéro 3, l'heure de la poussière. 30 minutes avant le coucher du soleil, tu dois fermer tous les volets de la maison, tous sans exception. Si le soleil disparaît derrière l'horizon et que tu as oublié une fenêtre, ne regarde surtout pas dehors. Ceux de la lande attendent le crépuscule pour chercher des yeux à capter astérisque. J'avais éclaté de rire dans le train. Une vieille femme sénile, rongée par la solitude et les superstitions bretonnes. J'ai plié la lettre, l'ai glissée dans mon sac et j'ai commencé à planifier mon voyage. Mon intention était simple, passer une semaine sur place, trier ce qui avait de la valeur, jeter le reste, nettoyer un peu et mettre la bâtisse en vente. J'avais cruellement besoin de cet argent pour rembourser mon prêt étudiant. Je suis arrivé à Kéromène un mardi de novembre. La route pour y accéder n'était plus qu'un chemin boueux, raviné par les pluies d'automne. Le paysage des monts d'Arrée est d'une beauté sauvage, mais profondément mélancolique. Pas d'arbres, juste des étendues de bruyères mortes, de fougères roussies, de tourbières noires et d'ajoncs balayés par un vent glacial qui ne s'arrête jamais de souffler. La maison s'est dressée au bout du chemin, émergeant d'un brouillard bas et collant. Elle était massive, construite en granit sombre, le toit d'ardoise affaissé par endroits. L'abandon transpirait de chaque pierre. Une végétation sauvage, agressive, avait pris d'assaut la façade. Et en effet, la porte arrière, orientée vers le nord, vers la vaste étendue de la lande, était littéralement engloutie sous un enchevêtrement titanesque de ronces. Leurs épines, noires et longues comme des doigts, semblaient s'agripper au bois avec une force malveillante. J'ai garé ma voiture de location, frissonnant en sentant le vent s'engouffrer dans mon manteau. Le silence était absolu, seulement troublé par le sifflement continu du vent. J'ai déverrouillé la porte d'entrée principale. L'odeur qui s'est échappée m'a prise à la gorge. C'est l'odeur du temps figé. Un mélange de bois pourri, de poussière rance, de vieux papier et d'une étrange pointe cuivrée, comme du vieux sang séché ou des pièces de monnaie oxydées. J'ai allumé la lampe torche de mon téléphone, l'électricité étant coupée depuis des décennies. L'intérieur était une capsule temporelle macabre. Tout était exactement comme tante Yvonne l'avait laissé il y a 30 ans. Un bol ébréché avec les restes d'un liquide indéfinissable séché au fond reposé sur la table de la cuisine. Le calendrier des postes accroché au mur affichait octobre 1993. Des vêtements pendaient sur le dossier d'une chaise. L'abandon n'avait pas été planifié, il avait été fulgurant. C'était l'évasion précipitée d'une personne terrifiée. Le premier jour a été consacré au nettoyage superficiel. J'ai ouvert en grand les fenêtres de la façade sud pour chasser l'odeur cadavérique de l'air enfermé. Mais malgré l'air frais, une sensation d'oppression persistait. C'est difficile à décrire de manière rationnelle. C'était comme si l'air de la maison était plus dense, presque gélatineux. Chaque pas que je faisais résonnait trop fort. Chaque respiration semblait être écoutée. J'avais cette impression viscérale, logée dans le creux de mon estomac, que l'espace autour de moi n'était pas vide, mais astérisque plein astérisque. Plein d'une attention invisible et malveillante. Vers la fin de l'après-midi, j'ai rencontré le seul voisin à des kilomètres à la ronde. Un fermier du nom de Loïc, venu vérifier pourquoi une voiture était garée devant la maison maudite, comme il l'a appelé avec un sourire dépourvu de chaleur. Quand je lui ai dit que j'étais la nièce d'Yvonne et que j'allais dormir sur place,
Son visage s'est fermé. « Vous ne devriez pas » m'a-t-il dit, son regard dérivant vers les fenêtres du premier étage, comme s'il s'attendait à y voir quelqu'un. « Cette terre est pourrie. La maison, elle a un appétit, mademoiselle. » Yvonne le savait. Elle a tenu longtemps, mais la maison finit toujours par gratter à la porte de votre esprit. Faites attention à leurs dents de chien et loup. Et pour l'amour de Dieu, ne dégagez pas la porte nord. Ces mots ont réveillé un malaise enfoui, ravivant le souvenir de la lettre absurde de ma tante. Mais je me suis forcé à sourire, le remerciant pour ses conseils. J'ai mis son attitude sur le compte de la méfiance paysanne et des commérages locaux. J'étais une citadine éduquée. Je n'allais pas me laisser effrayer par des contes de croque-mitaine. La première nuit a été une épreuve psychologique. J'avais installé un matelas gonflable dans le salon, près de la cheminée où j'avais réussi à allumer un feu chétif. L'obscurité autour de moi était absolue, d'une opacité que l'on ne connaît jamais en ville. À la lueur tremblotante des flammes, les ombres des meubles recouverts de draps semblaient se contorsionner, s'étirer. C'est là que j'ai entendu les premiers bruits. Pas des craquements de bois normaux, des bruits de friction. Comme si quelque chose d'énorme, de souple, rampait astérisque à l'intérieur astérisque de l'épaisseur des murs. Cela venait du plafond, puis descendait le long du mur, frottant contre la pierre avec un son écœurant de chair humide glissant sur du papier de verre. Schlurp, frat, schlurp. J'ai retenu mon souffle, paralysé dans mon sac de couchage. Mon esprit rationnel hurlait. Astérisque, c'est un nid de rat. Des fouines dans l'isolation. Astérisque, mais ces bruits étaient trop lourds, trop massifs pour appartenir à un petit animal. Cela a duré 1 heure. 1 heure à fixer le plafond, les ongles enfoncés dans la paume de mes mains jusqu'au sang. Puis, le silence est revenu. Le lendemain matin, j'étais épuisé, cerné, l'humeur massacrante. La peur nocturne avait laissé place à une colère irrationnelle. J'en avais marre de cette maison oppressante, de cette saleté, de ce sentiment d'être une proie. J'ai décidé que j'allais reprendre le contrôle. Dans le hall d'entrée se trouvait un immense miroir piqué de taches noires. En passant devant, je me suis arrêté. Le centre du miroir était embué. Une tache de condensation parfaite de la taille d'un visage. Astérisque règle numéro 2, si la buée est du côté intérieur de la vitre, astérisque. Agacé par ma propre paranoïa naissante, j'ai levé la manche de mon pull pour essuyer la vitre. Ma manche a glissé sur le verre avec un crissement sec. Le miroir était parfaitement net et sec sous mes doigts. La buée n'était pas partie. Mon rythme cardiaque a explosé dans ma poitrine. Je me suis penché, le visage à quelques centimètres de la surface glacée. J'ai regardé attentivement. La condensation était astérisque derrière astérisque le verre, piégé dans l'épaisseur du miroir. Et pendant que je fixais cette tache grise, un détail atroce s'est révélé à moi. La buée semblait tourbillonner lentement, doucement, comme si quelqu'un, de l'autre côté de ce miroir, était en train de respirer contre la vitre. Astérisque, astérisque. Je n'ai pas entendu de son, mais j'ai astérisque vu astérisque le rythme de cette respiration fantôme élargir la tache de buée. J'ai reculé en trébuchant, mon cœur battant à tout rompre. Prise de panique, j'ai arraché un drap poussiéreux d'un fauteuil voisin et je l'ai jeté sur le miroir, le recouvrant entièrement, respectant aveuglément la règle de tante Yvonne. Mon esprit rationnel s'effritait à vue d'œil. Je me disais que c'était une réaction chimique de l'argenture du miroir, une illusion d'optique due à mon manque de sommeil. Mais je tremblais de tout mon corps. Il fallait que je m'occupe. Il fallait que je fasse entrer la lumière. C'est dans cet état de frénésie nerveuse que j'ai commis l'erreur fatale. J'ai voulu ouvrir la maison, chasser cette obscurité persistante. J'ai pris un sécateur rouillé trouvé dans la grange et je me suis dirigé vers la porte nord. La porte des ronces. Astérisque règle numéro 1. Ne touche jamais aux ronces. Elles sont là pour retenir ce qui est dans les murs astérisques. Des bêtises, ai-je murmuré à voix haute, ma voix chevrotant pathétiquement. J'ai commencé à couper. Les ronces étaient incroyablement épaisses, dures comme du fil de fer. Curieusement, en les tranchant, une sève sombre, presque noire et visqueuse, s'écoulait des entailles.
L'odeur de cuivre et de viande avariée m'a frappé de plein fouet, me donnant la nausée. Mais je me suis obstiné. Je taillais, j'arrachais, je me griffais les bras jusqu'au sang. Après une heure d'efforts acharnés, j'ai dégagé la poignée et le bâti de la porte en chêne. J'ai tourné la vieille clé laissée dans la serrure, j'ai pesé de tout mon poids sur le bois gonflé par l'humidité, et la porte s'est ouverte avec un craquement sinistre. La lumière grise de la lande s'est déversée dans le couloir arrière. Un vent glacial est entré, soulevant la poussière. J'ai souri, triomphante. J'avais vaincu la superstition. Mais mon sourire s'est effacé presque instantanément. Au moment où la porte s'est ouverte, un silence absolu, assourdissant, est tombé sur la maison. Le bruit du vent à l'extérieur a semblé être coupé au couteau, et la température à l'intérieur a chuté de 10 degrés en une fraction de seconde. Mon haleine est devenue de la vapeur blanche. La maison n'avait pas respiré l'air frais. Elle l'avait aspiré, et quelque chose d'autre avec. J'ai senti une présence se déployer dans mon dos. Une sensation d'immensité écrasante. Les murs ont semblé s'étirer, le couloir s'allonger démesurément. J'avais brisé un seau. J'avais relâché la pression. Ce qui était piégé dans l'architecture même de Kéromène venait de se réveiller complètement, libre de ses mouvements. J'ai passé le reste de l'après-midi dans un état de terreur sourde. Je rassemblais mes affaires en hâte. Il n'était plus question de trier ou de nettoyer. Je voulais fuir, le plus loin et le plus vite possible. Mais le ciel breton s'est assombri prématurément. Une brume épaisse, d'un gris maladif, s'est levée des tourbières, roulant vers la maison comme une marée lente. Dans ma panique pour emballer mon ordinateur et mes vêtements, j'ai perdu la notion du temps. Quand j'ai relevé la tête, la lumière dans le salon était devenue crépusculaire. Le soleil, invisible derrière les nuages poisseux, touchait l'horizon. L'heure de la poussière. J'ai hurlé intérieurement. Astérisque règle numéro 3. 30 minutes avant le coucher du soleil, tu dois fermer tous les volets astérisque. J'ai couru comme une démente d'une pièce à l'autre. Le salon, je tire les lourds volets de bois. Clac. La cuisine, je me jette sur la poignée, je rabats le bois putréfié. Clac. Le bureau, je ferme. Clac, clac, clac. Mon cœur battait si fort qu'il me faisait mal aux côtes. J'avais l'impression que l'air lui-même devenait toxique, qu'il m'étouffait. J'ai couru vers le hall. La petite fenêtre près de la porte d'entrée était encore ouverte. À travers la vitre crasseuse, je pouvais voir la brume qui tourbillonnait dans la cour. Je me suis précipité pour fermer les volets intérieurs. Mais mon regard s'est posé sur l'extérieur. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Astérisque ne regarde surtout pas dehors. Ceux de la lande attendent le crépuscule pour chercher des yeux à capter Astérisque. À travers le voile de brume, à une vingtaine de mètres de la maison, il y avait des silhouettes. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Une dizaine de formes immobiles, grandes, beaucoup trop fines pour être humaines. Elles se tenaient debout dans les hautes herbes, parfaitement silencieuses, tournées vers la maison. Elles n'avaient pas de traits distincts, juste des contours flous, comme des ombres tridimensionnelles sculptées dans le brouillard. Mais le pire n'était pas leur présence, c'était leur posture. Elles ne regardaient pas la maison pour essayer d'entrer. Leur tête, ou ce qui en tenait lieu, était légèrement penchée sur le côté. Elles regardaient fixement le mur extérieur de Kéromène. Elles observaient la maison avec de la crainte, non, avec une curiosité morbide, comme des passants qui regardent un incendie consumer un bâtiment. Elles ne voulaient pas entrer. Elles attendaient de voir ce que la maison allait me faire. Et c'est alors que la maison s'est manifestée. Le drap que j'avais jeté sur le miroir dans le hall a doucement glissé au sol, comme tiré par une main invisible. J'ai poussé un gémissement pitoyable et me suis plaqué contre la porte d'entrée, mes mains cherchant frénétiquement la serrure à l'aveugle. Mon regard était hypnotisé par le miroir nu. La tache de buée à l'intérieur s'était étendue. Elle couvrait presque toute la surface. Et puis, dans le silence de mort du hall, j'ai entendu le bruit. Tac! Venant de l'intérieur de la vitre. Une main s'est plaquée contre le verre, du côté embué. Une main qui effaçait la buée. Mais ce n'était pas une main humaine. Les doigts étaient atrocement longs, dépourvus d'ongles,
terminée par des moignons bulbeux. La peau était d'un gris cadavérique. Elle a gratté la vitre de l'intérieur, cherchant une faille, un moyen de traverser de son monde au mien. Shririaik, le bruit du frottement dans les murs a repris. Mais cette fois, il venait de tous les murs à la fois. Le salon, la cuisine, l'étage. La maison entière se contractait. Kéromène ne contenait pas des esprits. Kéromène astérisque était astérisque la chose. Une entité architecturale, un estomac de pierre et de bois qui avait digéré la santé mentale d'Yvonne et qui maintenant resserrait ses sucs gastriques autour de moi. Les murs semblaient palpiter. Le papier peint cloquait, se déchirait, révélant non pas du plâtre, mais une substance sombre, poreuse, qui ressemblait atrocement à de la chair nécrosée, exsudant cette odeur de cuivre et de pourriture. Je n'ai jamais trouvé mes clés de voiture. Je n'ai même pas pris mon sac. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et je me suis jeté dehors, dans le froid mordant du crépuscule. Je suis tombé sur les graviers, m'écorchant les genoux, mais je me suis relevé instantanément, porté par une adrénaline surhumaine. Je n'ai pas regardé les silhouettes dans la brume. Je sentais leur présence autour de moi, immobile, silencieuse, s'écartant à mon passage comme pour laisser fuir la proie ratée de leur prédateur majestueux. J'ai couru sur le chemin boueux, dans le noir qui tombait, hurlant à plein poumon dans le vent des monts d'arrêt. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons brûlent, jusqu'à ce que j'atteigne la route départementale goudronnée à 3 kilomètres de là, où une voiture a fini par s'arrêter pour me prendre. Je ne suis jamais retourné à Kéromène. J'ai envoyé un courrier au notaire, lui disant que je renonçais à la succession. Je m'en fiche des dettes. Je m'en fiche de l'héritage. Je suis rentré à Lyon. J'ai repris mon travail de classification, m'entourant de logique, de science, de certitude. Mais la nuit, dans mon appartement, je garde toutes les lumières allumées. J'ai fait retirer tous les miroirs de chez moi. Tous, sans exception. Parce que je sais ce que j'ai vu. Je sais que la buée ne vient pas toujours de notre côté. Et parfois, quand le silence de la ville s'installe et que je ferme les yeux, je sens cette odeur. Cette infime pointe de cuivre et de poussiérance. Et je sais, au fond de mes entrailles, que bien que je sois à des centaines de kilomètres, Kéromène sait où je suis. Les portes des ronces ont été ouvertes. Ce qui était dans les murs a goûté à ma peur. Et un jour, quand je serai vieille, fatiguée, et que je m'y attendrai le moins, mon miroir s'embuera de l'intérieur. Et la main au doigt trop long finira par briser la vitre. Avez-vous encore tous vos esprits? Prenez une seconde pour écouter les bruits autour de vous. Le ronronnement du réfrigérateur, le vent contre la vitre, peut-être le bruit lointain d'une voiture. Ces sons vous ancrent dans la réalité. Ils vous confirment que vous êtes chez vous, en sécurité. Mais la réalité est une chose fragile, semblable à une fine couche de glace sur un lac gelé. Il suffit d'un faux pas pour passer au travers. Nos 2 premières histoires nous ont montré que les maisons abandonnées conservent une mémoire, une rancœur, une faim. Mais que se passe-t-il lorsqu'un bâtiment est si vieux, si isolé et si profondément imprégné de tragédie qu'il finit par se détacher complètement de notre monde? Il devient une anomalie, un abcès dans le tissu de la réalité. Notre 3e et dernière histoire ce soir nous emmène dans les profondeurs asphyxiantes des forêts des Vosges, dans l'est de la France. Une région de montagnes anciennes, de sapins noirs et de brumes qui ne se lèvent jamais vraiment. Le narrateur de ce récit a appris à ses dépens que certains lieux ne sont pas seulement hantés. Ils sont vivants, ils sont affamés, et pire que tout, ils sont contagieux. Si vous vous sentez soudainement désorienté pendant cette histoire, si vous avez l'impression d'oublier brièvement où vous êtes, je vous conseille d'allumer une lumière supplémentaire. Immédiatement. Je m'appelle Thomas. J'ai 41 ans et je travaille dans l'industrie du cinéma. Plus précisément, je suis repéreur. Mon métier consiste à parcourir la France, et parfois l'Europe entière, pour trouver les décors parfaits pour des tournages. Qu'un réalisateur ait besoin d'un loft ultramoderne, d'une usine désaffectée ou d'une ruelle lugubre, c'est moi qu'on envoie fouiller la réalité pour dénicher l'endroit qui correspondra à sa vision. C'est un travail solitaire, souvent épuisant, mais qui m'a toujours passionné. J'ai l'habitude de pénétrer dans des lieux clos, oubliés,
ou interdit au public. L'urbex, pour moi, n'est pas un frisson, c'est un outil de travail. En novembre 2021, je travaillais sur la pré-production d'un thriller psychologique indépendant. Le scénario exigeait une bâtisse très spécifique, une grande maison isolée au cœur d'une forêt de conifères, avec une architecture oppressante, semblant coupée du reste de l'humanité. Mes recherches m'ont mené dans le massif des Vosges, une chaîne de montagnes à l'est de la France, réputée pour ses immenses forêts de sapins d'un vert si sombre qu'il en paraît noir, et ses vallées encaissées où la lumière du soleil peine à percer. J'avais ciblé une zone près d'un hameau moribond appelé Roche-Cendrée. Selon les registres cadastraux que j'avais consultés en ligne, il y avait une ancienne demeure bourgeoise, construite dans les années 1920 par un riche industriel du bois, abandonnée depuis plus de 60 ans suite à une faillite et une mystérieuse tragédie familiale. La bâtisse s'appelait la Villa Valnoire. Avant de m'aventurer dans la forêt, je me suis arrêté à l'unique station-service ouverte dans un rayon de 30 km pour faire le plein de mon 4x4 et demander mon chemin. Le gérant, un vieil homme sec, aux mains couvertes de taches de vieillesse et de cambouis, a cessé de nettoyer son comptoir quand je lui ai mentionné mon objectif. Son regard a changé. La politesse commerçante a disparu, remplacée par une dureté froide, presque hostile. « Valnoire » a-t-il craché, comme si le mot avait un goût de cendre. Personne ne monte là-haut. La route forestière est défoncée et la bâtisse menace ruine. Vous feriez mieux de chercher ailleurs pour votre film. J'ai sorti mon plus beau sourire professionnel, insistant avec courtoisie, lui expliquant que j'avais juste besoin de prendre quelques photos, que c'était pour une grosse production. Il m'a dévisagé pendant un long moment, le silence dans la petite boutique devenant soudainement pesant, troublé uniquement par le grésillement d'un vieux néon défectueux au-dessus de nos têtes. Les citadins, a-t-il fini par soupirer en secouant la tête. Vous croyez que tout vous appartient parce que vous avez un appareil photo. Écoutez-moi bien. Cette maison, elle n'est pas droite. Elle n'a jamais été droite. Le vieux propriétaire était obsédé par l'occulte. Il a construite sur des lignes de faille que les anciens du coin évitaient même pour y faire paître leurs bêtes. Si vous y allez, et je sais que vous irez peu importe ce que je dis, vous allez suivre les règles de la forêt. Ce ne sont pas des superstitions, gamin. C'est de la survie. J'ai sorti mon carnet de notes, mi-amusé, mi-intrigué. Le folklore local était souvent un excellent argument pour vendre un décor à un réalisateur. Je vous écoute. Il s'est penché en avant. Ses yeux étaient sérieux, d'un gris délavé et perçant. Règle numéro 1. Quand vous arrivez devant la porte, vous posez une pièce de monnaie sur le seuil. N'importe laquelle, mais il faut que ce soit du métal. C'est un péage. Si, pendant que vous visitez, vous entendez la pièce tomber ou rouler sur le parquet, vous ne cherchez pas à comprendre. Vous sortez immédiatement. Ça veut dire que le péage a été refusé. J'ai hoché la tête, notant frénétiquement. D'accord, le péage. Ensuite, règle numéro 2, la maison est un écho. Elle reproduit ce qu'elle a absorbé. Si vous descendez dans les étages inférieurs et que vous entendez quelqu'un pleurer, une femme, un enfant, peu importe, ne ressentez aucune pitié. L'empathie est la porte d'entrée. Si vous écoutez leurs sanglots avec compassion, ils s'accrocheront à vous. Vous devez dire, à voix haute, clairement, je n'ai pas de larmes pour vous. Ce chagrin n'est pas le mien. Et vous tournez les talons. Un frisson involontaire a parcouru ma nuque. La façon dont il disait cela, sans théâtralité, avec le ton de quelqu'un qui donne des consignes de sécurité basiques, était profondément dérangeante. Et la troisième, ai-je demandé, ma voix légèrement plus basse. Il a dégluti. La plus importante. Si, à n'importe quel moment, vous voyez une brume grise commencer à suinter à travers les lattes du plancher, si vous voyez que la maison se remplit de brouillard de l'intérieur vers l'extérieur, courez. Ne regardez pas derrière vous. Ne récupérez pas votre matériel. La brume, c'est le signe que la maison oublie qu'elle fait partie de notre monde. Et si elle l'oublie pendant que vous êtes dedans, vous disparaîtrez avec elle. Et personne ne se souviendra jamais de votre nom. J'ai remercié le vieil homme, j'ai acheté un café infect en distributeur pour faire passer le malaise, et j'ai pris la route forestière.
J'étais un homme pragmatique. Les vieilles légendes de la Cambrousse étaient fascinantes d'un point de vue sociologique, mais je savais que la seule chose qui m'attendait là-haut, c'était de la mérule, des planches pourries et éventuellement des déjections d'animaux sauvages. La piste forestière était un cauchemar. Mon 4X4 pataugeait dans la boue épaisse, naviguant entre des ornières profondes et des branches mortes qui griffaient la carrosserie. Plus je montais, plus la forêt se resserrait. Les immenses sapins des Vosges formaient une voûte impénétrable, bloquant la lumière du ciel automnal. Une obscurité permanente, de l'ordre du crépuscule, régnait en Metz. Après une heure de chaos mécanique, le GPS m'a indiqué que j'étais arrivé. J'ai garé le véhicule sur une petite clairière envahie par les ronces. Et à une centaine de mètres devant moi, émergeant des arbres morts, se trouvait la Villa Valnoire. L'architecture était aberrante. C'était un monstre hybride, croisement entre un manoir bourgeois en pierre de taille et un immense chalet suisse en bois noirci. Elle possédait 3 étages, des toitures aux angles improbablement aigus et une multitude de fenêtres étroites qui ressemblaient à des meurtrières. La chose la plus frappante était l'absence totale de végétation sur la bâtisse elle-même. Dans une forêt aussi dense et humide, les murs auraient dû être recouverts de mousse, de lierre. Mais la pierre était nue, d'un gris maladif, et le bois semblait avoir été calciné par un incendie invisible. La nature semblait fuir le bâtiment. Même les arbres les plus proches avaient des troncs curieusement tordus dans la direction opposée, comme pour s'en écarter. Mélangé à cela, il y avait un effluve doux et écœurant de sève de pin en putréfaction. J'ai allumé ma lampe. Le vaste hall d'entrée était majestueux, mais d'une tristesse infinie. Un grand escalier en colimaçon montait vers les étages, perdu dans les ténèbres. Les murs étaient tapissés d'un papier peint sombre, écaillé, qui pendait en longs lambeaux silencieux. Mon œil de repéreur s'est immédiatement activé. L'endroit était parfait. Les textures, la lumière rasante, les ombres écrasantes, c'était exactement ce que le réalisateur voulait. J'ai passé les 2 premières heures à explorer le rez-de-chaussée et le premier étage. Je prenais des centaines de clichés. La salle à manger immense, les salons en enfilade, les chambres aux lits à baldaquin dont les draps s'étaient transformés en dentelles de poussière avec les décennies. Pourtant, au fur et à mesure que j'avançais, un malaise insidieux grandissait en moi. Mon cerveau avait du mal à cartographier les lieux. La disposition des pièces ne faisait aucun sens logique. Parfois, je traversais une petite porte et je me retrouvais dans un couloir démesurément long qui n'aurait pas dû pouvoir exister compte tenu des dimensions extérieures de la maison. Les angles des murs semblaient faux, pas tout à fait à 90 degrés, créant une sensation de vertige constant. J'avais l'impression de marcher dans un dessin de M.C. Escher, une géométrie cauchemardesque conçue pour désorienter l'esprit humain. De plus, le froid était saisissant. Ce n'était pas le froid naturel de la montagne en novembre. C'était un froid intrusif qui pénétrait les couches de mes vêtements pour venir se nicher directement dans mes os. Ma respiration se condensait en d'épais nuages blancs à chaque expiration. Vers 15 heures, la lumière naturelle commençait déjà à décliner, avalée par la forêt environnante. J'ai décidé de terminer mon repérage par les sous-sols. Le scénario incluait une scène clé dans une cave. J'ai trouvé la porte menant au sous-sol sous le grand escalier. L'air qui en montait était d'une lourdeur insupportable. J'ai allumé le projecteur surpuissant fixé à mon appareil photo et j'ai commencé à descendre les marches en pierre, glissantes d'humidité. La cave était immense, divisée en plusieurs salles voûtées, remplies de vieux fûts de chêne pourri, de caisses moisies et d'outils rouillés pendus au mur comme des instruments de torture. Le silence y était si dense qu'il semblait avoir une masse physique. J'étais en train de cadrer une photo d'une vieille chaudière à charbon rouillé quand j'ai entendu le son. Un sanglant, très faible, provenant de la pièce suivante, encore plongée dans l'obscurité totale. Aïe! Mes doigts se sont figés sur le déclencheur de mon appareil. L'adrénaline a envahi mon système avec la violence d'un poison. Mon cerveau rationnel a immédiatement cherché une excuse. Un animal blessé. Un renard. Je suis resté parfaitement immobile. J'écoutais. Le sanglot a repris. Plus fort cette fois. C'était indéniablement humain.
C'était la voix d'une jeune femme. Un pleur étouffé, misérable, chargé d'une détresse si profonde qu'elle me serrait physiquement le cœur. « Astérisque, s'il vous plaît !» Astérisque a murmuré la voix entre deux sanglots. C'était un murmure si faible que j'ai cru l'avoir imaginé. Une pulsion primale, violente, m'a envahi. L'instinct de protection. Quelqu'un était blessé. Quelqu'un s'était perdu ici, peut-être une adolescente en fugue, terrifiée, blessée dans le noir. Je devais l'aider. J'ai fait un pas vers l'arcade menant à la pièce suivante. La lumière de mon projecteur a balayé le mur de briques crues. Puis, les mots du vieil homme à la station-service me sont revenus à l'esprit, résonnant comme un coup de cloche dans ma mémoire brumeuse. Astérisque, si vous entendez quelqu'un pleurer, ne ressentez aucune pitié. L'empathie est la porte d'entrée astérisque. Je me suis arrêté net, le pied suspendu en l'air. Mon cœur battait à une vitesse terrifiante. J'étais tiraillé entre la terreur pure et mon humanité. Les pleurs ont redoublé d'intensité. Ils étaient déchirants. Astérisque, j'ai si froid. Aidez-moi. Astérisque a supplié la voix. Je fermais les yeux. Je devais être fort. Je devais obéir à la règle, même si cela me donnait l'impression d'être un monstre. Je me suis raclé la gorge, qui était soudainement sèche comme du papier de verre. Je n'ai pas de larmes pour vous, ai-je dit d'une voix tremblante, mon écho se répercutant dans la voûte de pierre. Ce chagrin n'est pas le mien. Dès l'instant où la dernière syllabe a quitté mes lèvres, les pleurs se sont arrêtés net. Pas un fondu sonore, pas un ralentissement. Un arrêt absolu, mécanique, comme si on avait appuyé sur pause sur un lecteur audio. Le silence qui a suivi était d'une horreur inimaginable. Puis, depuis l'obscurité insondable de la pièce voisine, la voix a parlé à nouveau. Mais ce n'était plus la voix d'une jeune femme terrifiée. C'était une voix gutturale, grave, dénuée de toute émotion humaine, un son rocailleux qui semblait émaner des pierres elles-mêmes. Astérisque alors, que peux-tu me donner? Astérisque. Le sol a vibré sous mes pieds. Le son a fait vaciller la lumière de ma torche. La panique s'est emparée de moi. J'ai tourné les talons, abandonnant mon trépied, et j'ai sprinté vers l'escalier. Je remontais les marches 4 à 4, trébuchant, m'écorchant les paumes sur la pierre, poussé par la certitude absolue que si je regardais derrière moi, je verrais l'incarnation même de la mort. J'ai jailli de la porte du sous-sol, déboulant dans le hall d'entrée. Mon seul objectif était la sortie. Je voulais retrouver mon 4x4, quitter cette montagne maudite, ne plus jamais y remettre les pieds. J'ai couru vers la porte d'entrée. Mais en arrivant près du seuil, j'ai glissé, manquant de tomber à la renverse. J'ai baissé les yeux vers le parquet en chêne massif. Un son m'est alors parvenu. Asters ting, ting, asterisk. Le bruit d'une petite pièce métallique qui tombe sur du bois dur, roule sur la tranche, puis s'arrête. J'ai regardé le seuil de la porte. La pièce de 2 € n'était plus là. Je l'ai vue, à 1 mètre de moi, à l'intérieur du hall, immobile sur le parquet ciré. Le péage avait été rejeté. La maison refusait que je parte. Mon souffle s'est bloqué. Et c'est alors que j'ai remarqué la 3e règle se dérouler sous mes yeux, avec une lenteur terrifiante. Entre les lattes disjointes du vieux parquet, une brume commençait à suinter. Ce n'était pas de la fumée, ce n'était pas de la vapeur. C'était d'une couleur grise maladive, dense, lourde comme du mercure. Elle s'échappait du sol de toutes les pièces environnantes, se répandant avec la fluidité de l'eau, montant le long des murs, recouvrant mes chaussures. L'odeur de l'ozone a été remplacée par une odeur bien pire. Celle de l'eau stagnante, de la terre fraîchement remuée et des caveaux fermés depuis des siècles. Astérisque la brume, c'est le signe que la maison oublie qu'elle fait partie de notre monde astérisque. Je me suis jeté sur la poignée de la porte d'entrée. J'ai appuyé de toutes mes forces. Elle était bloquée. Non, elle n'était pas bloquée. Elle ne bougeait tout simplement plus, comme si elle était soudée au mur. J'ai frappé de toutes mes forces avec mes poings, hurlant à l'aide, mais mes cris étaient étouffés, absorbés instantanément par le brouillard qui montait maintenant jusqu'à mes genoux. La géométrie du hall a commencé à se déformer devant mes yeux. Les murs s'allongeaient. L'escalier se distordait, s'étirant vers un plafond qui n'existait plus,
remplacé par une obscurité cotonneuse. Je perdais mes repères spatiaux. La panique menaçait de me faire perdre connaissance. Je savais que si la brume recouvrait mon visage, je cesserais d'exister. Ma vie entière, mes souvenirs, mon identité seraient effacés, dilués dans l'oubli de cette demeure infernale. Je devais trouver une fenêtre. J'ai regardé celle du rez-de-chaussée, mais le verre était devenu noir. Pas sale, mais d'une opacité absolue, comme de l'obsidienne. Ce n'était plus la forêt derrière, c'était le vide. J'ai pris la seule décision possible, monter, grimper plus vite que la brume. J'ai escaladé l'escalier en colimaçon, le brouillard s'enroulant autour de mes chevilles, essayant physiquement de m'agripper, me ralentissant comme si je courais dans de l'eau. J'ai atteint le premier étage. La brume y suintait déjà. Les longs couloirs étaient remplis de formes vagues qui se mouvaient dans le gris. Des ombres grandes, élancées, qui avançaient vers moi sans faire le moindre bruit de pas, se contentant de glisser. Leurs visages, s'ils en avaient, étaient cachés par le brouillard, mais je sentais leur faim. J'ai hurlé et j'ai continué à monter, trébuchant sur les marches du deuxième étage, puis vers le grenier. Le dernier niveau sous les toits de la villa. La brume me suivait, une marée inexorable. L'air était devenu glacé, l'oxygène raréfié. Ma vision se troublait. Je sentais mes souvenirs périphériques s'estomper. J'oubliais le prénom de mon grand-père. J'oubliais l'adresse de mon premier appartement. La maison me digérait l'esprit. J'ai déboulé dans une petite chambre sous les combles. Une lucarne de toit, inclinée, offrait un aperçu du ciel gris extérieur. La brume n'avait pas encore atteint cette vitre. C'était ma seule chance. La maison n'avait pas encore fermé cette sortie. J'ai utilisé la sangle de mon lourd appareil photo professionnel, je l'ai fait tournoyer autour de ma main et j'ai frappé la lucarne de toutes les forces que le désespoir pouvait m'offrir. Le verre épais, renforcé de fils de fer anciens, s'est fendillé. J'ai frappé encore. Et encore. Mes mains étaient en sang. La brume est passée sous la porte de la chambre, inondant la pièce en quelques secondes. Le froid m'a brûlé les poumons. J'ai entendu un chuchotement, juste à mon oreille, multiple, d'une centaine de voix simultanées. Astérisque oublie. Laisse-nous, rejoins-nous, astérisque. Dans un hurlement de rage et de terreur, j'ai jeté le boîtier de l'appareil photo, fracassant le verre. J'ai agrandi le trou à coups de poing au mépris des coupures profondes et je me suis hissé à travers l'ouverture étriquée. Les bords tranchants du verre ont déchiré ma veste, lacérant mon ventre et mes bras. La douleur était fulgurante, mais elle était salvatrice. C'était une douleur réelle, vivante. Je suis passé à travers, glissant sur les ardoises humides du toit en pente raide. Je n'ai rien pu faire pour freiner ma chute. J'ai dévalé le toit de la Villa Val-Noire et je suis tombé dans le vide. J'ai atterri lourdement sur un épais massif de ronces et de fougères mortes, la chute de 10 mètres brisant mon bras droit avec un craquement écœurant. Le souffle coupé, à demi inconscient à cause de la douleur, je me suis pourtant forcé à me relever. L'adrénaline me maintenait en vie. J'ai couru vers mon 4x4. Avant d'ouvrir la portière, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai regardé la maison. Elle n'était plus là. À la place de la Villa Val-Noire, il n'y avait qu'un immense pilier de brume grise, compacte, tourbillonnante, s'élevant du sol jusqu'à la cime des sapins. C'était comme si un morceau d'espace avait été découpé et remplacé par du néant. La maison s'était effacée, s'enfonçant dans sa propre réalité cauchemardesque. Et à l'intérieur du brouillard, j'ai cru voir d'immenses silhouettes se mouvoir, célébrant leur victoire silencieuse. J'ai conduit d'une seule main, hurlant de douleur à chaque secousse, jusqu'à l'hôpital le plus proche, à plus de 40 km de là. J'ai raconté que j'avais glissé dans un ravin lors de ma randonnée. Je n'ai plus jamais travaillé comme repéreur. Je ne supporte plus les forêts. Je vis en plein centre-ville, au dernier étage d'un immeuble ultramoderne entouré de béton et de verre. Mais mon véritable cauchemar n'est pas physique. Il est mental. La maison m'a laissé fuir, oui, mais la brume m'avait touché. Elle m'avait respiré. Aujourd'hui, il y a des trous noirs dans mon esprit, des gouffres insondables.
Je suis incapable de me rappeler quoi que ce soit de ma vie avant l'âge de 12 ans. Mon enfance a disparu. Pas refoulée, pas floue. Effacée. Il n'y a plus rien. Des visages d'anciens amis, des étés entiers, le sourire de ma mère quand j'étais petit, tout a été absorbé par la villa. La maison a pris son péage, finalement. Et je sais, avec une certitude qui m'empêche de dormir la nuit, que ces souvenirs ne sont pas perdus. Ils vivent à l'intérieur de ces murs impossibles, errant dans la brume éternelle, hurlant dans les sous-sols obscurs de la Villa Val-Noire, attendant que quelqu'un vienne les écouter pleurer. Il est effrayant de constater à quelle vitesse notre esprit peut être altéré. La brume de la Villa Val-Noire nous rappelle que nos souvenirs, notre identité même, ne sont que des locataires précaires dans la maison de notre cerveau. Et parfois, l'abandon ne se contente pas de prendre la pierre et le bois, il prend ce que nous sommes. Nous voici arrivés à la lisière de notre dernière exploration de la nuit. Pour cette ultime descente aux enfers, nous allons changer de décor. Laissez la forêt derrière vous. Imaginez l'eau. L'eau dormante, croupissante, noire. On dit que l'eau est le plus grand conducteur d'énergie, qu'elle capte les émotions humaines et les conserve indéfiniment. Alors, que se passe-t-il quand une bâtisse est abandonnée au milieu d'un marécage isolé du reste du monde? Elle ne se dessèche pas, elle pourrit, elle gonfle, et elle se gorge de choses qui n'ont plus rien d'humain. Ce soir, notre dernier témoin nous emmène dans les méandres obscurs du marais Poitevin, surnommé la Venise verte, un labyrinthe de canaux silencieux dans l'ouest de la France. Là-bas, loin des sentiers touristiques, la nature engloutit les erreurs du passé. Écoutez bien l'histoire de Julien. Et si, après cette vidéo, vous entendez le goutte-à-goutte d'un robinet mâle fermé dans votre salle de bain, n'allez surtout pas vérifier dans le noir. Je m'appelle Julien. J'ai 36 ans, je suis architecte du patrimoine pour une fondation d'État spécialisée dans la sauvegarde des monuments en péril. Mon métier est de diagnostiquer des bâtiments historiques souvent oubliés, d'évaluer leur état de délabrement et de chiffrer les travaux pour d'éventuelles restaurations. Je suis un homme de terrain, habitué à la solitude, à la poussière et aux charpentes qui menacent de s'effondrer. Je n'ai jamais eu peur du noir ou des vieilles pierres, jusqu'à ma mission au manoir de l'Écluse Noire. C'était en mars de l'année dernière. Le dossier était particulier. Le manoir était une vaste demeure bourgeoise du XVIIIe siècle, bâtie sur un îlot artificiel au cœur de la zone la plus sauvage et la plus inaccessible du marais Poitevin. Il avait été abandonné du jour au lendemain à la suite de la grande crue de l'hiver 1952, une inondation catastrophique qui avait englouti la région. La famille qui y vivait avait disparu dans les eaux et personne n'y était jamais retourné. 70 ans d'abandon total, au milieu d'une eau stagnante. Pour m'y rendre, je devais impérativement passer par un guide local. Les canaux autour du manoir n'étaient sur aucune carte GPS, dissimulés sous des voûtes de frênes têtards si denses qu'elles bloquaient la lumière. J'ai engagé un batelier nommé Yannick, un homme taiseux, né dans le marais, qui conduisait une barque à fond plat traditionnel, une plate. Le trajet a duré plus de 2 heures. C'était une descente onirique dans un monde aquatique et silencieux. L'eau était d'un noir d'encre, recouverte d'une épaisse couche de lentilles d'eau vert fluo. La barque glissait sans un bruit, fendant ce tapis végétal qui se refermait immédiatement derrière nous. Plus nous avancions dans le labyrinthe de canaux étroits, plus l'air devenait lourd, saturé d'humidité et d'une odeur de vase, de feuilles mortes et de putréfaction douceâtre. Je me sentais oppressé, comme si les arbres anciens se penchaient sur nous pour nous observer. Quand le manoir est enfin apparu au détour d'un canal, mon sang s'est figé. C'était une vision de cauchemar architectural. La bâtisse s'affaissait, rongée par l'humidité. Ses murs de pierre blanche étaient couverts de traînées noires et de lichens lépreux, ressemblant à de longues coulées de larmes sales. Les fenêtres brisées ressemblaient à des orbites vides fixant la surface de l'eau. Le manoir semblait être en train d'être lentement digéré par le marais. Yannick a amarré la barque au ponton pourri. Il n'a pas coupé le moteur électrique. Il ne m'a pas aidé à décharger mon matériel, mes sacs de couchage, ma nourriture pour les 3 jours prévus. Il est resté debout dans sa barque,
la rame à la main, me regardant avec une expression mêlant pitié et fatalisme. « Je reviens vous chercher vendredi à l'aube, a-t-il dit, sa voix résonnant étrangement sur la surface pleine de l'eau. Si vous êtes encore là. » J'ai froncé les sourcils, ajustant mon sac étanche sur l'épaule. « Bien sûr que je serai là. Je suis payé pour ça. » Il a hoché la tête lentement. « Écoutez-moi bien, monsieur l'architecte. Ce marais a une mémoire. Et cette maison a bu trop d'eau et trop de chagrin. Je me fiche de savoir ce que vous croyez, mais vous allez obéir à 3 règles où la vase vous gardera. » L'isolement total me rendait soudain vulnérable et je n'ai pas eu le cœur de sourire. Je l'ai écouté. « Règle numéro 1, a-t-il commencé, pointant un doigt noueux vers moi. Le pain. Chaque soir, avant de dormir, coupez un morceau de pain de votre ration et posez-le sur la cheminée du salon, au rez-de-chaussée. Au matin, regardez-le. S'il est couvert de moisissures vertes, c'est l'humidité. Tout va bien. Mais si vous le touchez et qu'il est dur comme de la pierre, s'il a été vidé de la moindre goutte d'eau, c'est que l'assoiffé s'est réveillé. Et vous devrez prier pour qu'il ne vous ait pas remarqué. » J'ai avalé ma salive, le mot assoiffé éveillant une crainte primaire en moi. Règle numéro 2. La nuit, le niveau de l'eau monte un peu dans le marais. Elle s'infiltre sous les portes et recouvre le sol du rez-de-chaussée de quelques centimètres. N'éclairez jamais directement l'eau stagnante à l'intérieur de la maison avec votre lampe torche. Les reflets, ils ne montreront pas le plafond. Ils montreront ce qui attend sous la surface. Si vous croisez un regard dans l'eau, ils vous tireront vers le bas. Regardez les murs, jamais le sol. Il s'est arrêté, scrutant la façade délabrée. Et la dernière, ai-je murmuré. Il y a une pièce. La première nuit a été un calvaire. L'air était si saturé d'humidité que j'avais l'impression de me noyer lentement à chaque inspiration. Le froid me glaçait le sang. Et puis, au milieu de la nuit, le bruit a changé. J'ai entendu l'eau s'infiltrer au rez-de-chaussée, exactement comme Yannick l'avait prédit. Un léger bruissement continu. La maison respirait, s'adaptant à la marée noire du marais. J'ai serré mon sac de couchage contre moi, incapable de fermer l'œil. Le deuxième jour, l'horreur est montée d'un cran. Au petit matin, je suis descendu au rez-de-chaussée. L'eau y formait une pellicule noire de 5 cm, recouvrant tout le sol. Suivant la règle de Yannick, je me suis forcé à garder les yeux rivés sur les murs, marchant en éclaboussant le sol sans regarder à mes pieds, jusqu'à la cheminée. J'ai inspecté la tranche de pain. Elle était verte, recouverte d'un duvet de moisissures fulgurantes. Je l'avoue, j'ai poussé un soupir de soulagement nerveux. L'humidité, tout était logique. Yannick était juste un local qui s'amusait à terrifier les citadins. Je me suis remis au travail. Je devais inspecter l'aile du premier étage, la plus endommagée. J'ai marché le long d'un couloir où le plancher s'affaissait dangereusement. Les portes des chambres étaient pourries, certaines sorties de leur gonds, le bois noir de moisissure. Mais tout au bout du couloir, dans la pénombre, il y avait une porte différente. En m'approchant, mon estomac s'est noué. La porte était en chêne massif. Mais contrairement à tout le reste de la maison, elle n'était ni noire, ni gonflée, ni rongée par les champignons. Le bois était sec, impeccable. Les ferrures n'étaient même pas piquées par la rouille. Je me suis arrêté à 1 mètre d'elle. L'atmosphère autour de cette porte était irréelle. Il n'y avait plus cette odeur de vase. L'air semblait soudainement pur et chaud. Une chaleur rayonnante émanait du bois sec, comme si un radiateur fonctionnait à plein régime derrière. Astérisque règle numéro 3. Si vous trouvez cette porte, n'essayez pas de l'ouvrir. Ne regardez pas par le trou de la serrure astérisque. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Ma main a tremblé en se levant vers la poignée en laiton. Mon esprit rationnel me criait que c'était simplement une pièce miraculeusement scellée et épargnée par les infiltrations. Il fallait que je l'inspecte, c'était mon travail. Mais mon instinct de survie hurlait de reculer. Je n'ai pas touché la poignée. Mais la curiosité humaine est une malédiction. J'ai fléchi les genoux. Lentement, très lentement, j'ai approché mon œil de la grande serrure à l'ancienne, dépourvue de clé. J'ai fermé mon œil gauche et j'ai regardé à travers. Le rayon de ma lampe torche, posée par terre,
illuminait vaguement la pièce à travers l'interstice. La chambre était dans un état de conservation parfait. Un papier peint à rayures bordeaux intact. Un lit d'époque magnifiquement dressé. L'air y semblait lourd de chaleur sèche, vibrant presque comme au-dessus d'un asphalte en plein été. Et puis, j'ai vu la silhouette. Quelqu'un était assis dans un fauteuil Voltaire, le dos tourné à la porte. Je n'ai pas pu retenir un petit hoquet de surprise. La forme ne bougeait pas. Elle portait un vieux costume 3 pièces des années 1920. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est la texture de la peau visible sur la main qui pendait sur l'accoudoir et sur l'arrière du crâne chauve. Ce n'était pas de la peau, c'était du parchemin, d'une pâleur poussiéreuse, craquelée, tendue à l'extrême sur les os, sans une once de graisse, de muscle ou d'eau. La chose était calcifiée, momifiée de son vivant. Soudain, avec un bruit atroce qui ressemblait à des feuilles mortes qu'on écrase, la tête s'est doucement inclinée sur le côté, comme s'il venait d'entendre ma respiration à travers la serrure. Je n'ai pas attendu une seconde de plus. Je me suis jeté en arrière, rampant sur le parquet pourri à reculons, le cœur explosant dans ma poitrine, incapable de respirer. J'ai fui vers mon aile du bâtiment, j'ai barricadé ma porte avec une lourde commode et je me suis recroquevillé sur mon matelas. J'étais terrifié, sanglotant silencieusement. Il n'y avait pas de réseau. J'étais prisonnier sur l'île. Je devais survivre jusqu'à vendredi matin. La deuxième nuit a été celle de l'effondrement total de ma réalité. Vers 2 heures du matin, je suis tombé dans un sommeil d'épuisement. Je me suis réveillé en sursaut peu après, la gorge en feu. Une soif insupportable, douloureuse, comme si j'avais avalé du sable. Ma langue collait à mon palais. J'ai cherché ma bouteille d'eau minérale à côté de mon matelas dans le noir absolu. Je l'ai saisie. Elle était légère, vide. J'avais pourtant bu seulement une gorgée avant de m'endormir. Elle était pleine. J'ai touché l'embout. Il y avait un trou dans le plastique, fondu de l'extérieur. Et la bouteille était complètement à sec, sans la moindre trace d'eau autour. La panique a vrillé mes nerfs. Il me fallait de l'eau. L'eau était mon seul salut. Mes gourdes de réserve étaient dans mon gros sac resté sur la grande table de la cuisine, au rez-de-chaussée. J'ai allumé ma lampe frontale. La peur de descendre luttait contre la soif agonisante. La soif a gagné. C'était une soif surnaturelle, vampirique, qui absorbait mon énergie. J'ai déplacé la commode et suis sorti dans le couloir. L'air était glacial. J'ai descendu le grand escalier de pierre, dont les marches suintaient d'humidité. Arrivé au rez-de-chaussée, l'eau noire recouvrait le sol, atteignant presque mes mollets. La maison était inondée par la marée du Marais. Le bruit de l'eau que je déplaçais à chaque pas résonnait comme des coups de canon dans le silence poisseux. Je regardais les murs à la tapisserie morte. Je gardais les yeux levés. Astérisque n'éclairait jamais directement l'eau astérisque. Je suis passé devant le salon, me dirigeant vers la cuisine. Mon faisceau lumineux a balayé la cheminée. Je me suis arrêté net. Mon sang est devenu de la glace. Le morceau de pain que j'avais posé la veille n'était pas vert de moisissure. Il était d'un blanc pur. Ridé. L'assoiffé était éveillé. J'avais regardé dans sa chambre. J'avais brisé une règle. Le silence de la maison a été brisé par un bruit venant de l'étage. Un craquement sec. La porte en chêne massif de l'aile et venait de s'ouvrir. Puis, le bruit de pas a commencé. Ce n'étaient pas des pas normaux. C'était le bruit de quelque chose de rigide, de dépourvu de cartilage, frappant lourdement le bois. Crac, clac, crac, clac. Il descendait l'escalier. Doucement, d'un rythme infernal, inéluctable. Je sentais la chaleur sèche précéder la créature, asséchant l'air autour de moi, brûlant mes sinus, aggravant ma soif jusqu'à m'en donner la nausée. Je me suis mis à courir dans l'eau vers la cuisine, éclaboussant partout, trébuchant. J'ai attrapé mon sac sur la table, fouillant frénétiquement pour trouver ma gourde en aluminium. Le bruit des pas s'était arrêté dans le hall. Il était au rez-de-chaussée. L'air était devenu si sec que le papier peint humide autour de moi a commencé à fumer et à se recroqueviller en s'asséchant instantanément. Une voix, si on peut appeler cela une voix, a résonné dans mon dos. C'était un chuintement, un frottement de cuir sec, dépourvu de salive.
Astérisque, tu es si plein d'eau. Astérisque. Dans ma panique absolue, j'ai fait volte-face, pointant le puissant faisceau de ma lampe frontale vers la porte de la cuisine, espérant éblouir l'horreur. Mais dans mon mouvement brusque, le faisceau a percuté le sol inondé. L'eau noire à mes pieds. J'ai hurlé. La surface de l'eau ne reflétait pas le plafond en lambeaux. Elle ne reflétait pas mon visage. L'eau agissait comme une vitre transparente donnant sur un gouffre illuminé. Et sous la surface de ces quelques centimètres d'eau stagnante, il y avait une foule. Des dizaines, peut-être des centaines de visages humains, gonflés, violacés, les yeux exorbités, flottant dans les ténèbres. Les victimes de l'inondation de 1952. Les victimes du marais. Et ils levaient tous les mains, des mains boursouflées et pourries, pour venir frapper la surface de l'eau par en dessous, cherchant à attraper mes chevilles. Astérisque bloob, bloob, rejoins-nous, astérisque. J'étais pris en étau. Sous moi, les noyés hurlant en silence dans le miroir aquatique, essayant de m'engloutir. Devant moi, l'assoiffé, dont j'apercevais l'ombre projetée s'allonger sur le mur du couloir, venant me vider de ma substance. L'instinct de survie ne réfléchit pas. J'ai couru vers la seule issue possible, la grande fenêtre de la cuisine. J'ai saisi une lourde chaise en fonte et je l'ai balancée de toutes mes forces contre les vieux carreaux. Le verre a explosé dans un fracas libérateur. Je n'ai pas hésité. J'ai plongé la tête la première dans la nuit, atterrissant brutalement dans les eaux glaciales et putrides du canal entourant la maison. Le choc thermique m'a coupé le souffle. L'eau noire, chargée de vases et de lentilles d'eau, s'est engouffrée dans ma bouche, dans mon nez. Le goût de la vase morte m'a envahi. J'ai nagé. J'ai nagé avec l'énergie du désespoir, brisant la croûte végétale, m'enfonçant dans les ténèbres aquatiques. Derrière moi, depuis la fenêtre brisée, j'ai entendu un hurlement de rage terrifiant, un cri si sec et si puissant qu'il a fait crépiter les feuilles des arbres à des dizaines de mètres à la ronde. Mais la chose ne me suivait pas dans l'eau. L'assoiffé détestait l'eau. J'ai nagé pendant ce qui m'a semblé être des heures, à travers les canaux obscurs, guidé uniquement par la faible lueur de la lune filtrant à travers les branches. J'étais frigorifié, épuisé, sentant des choses effleurer mes jambes dans les profondeurs vaseuses. J'ai fini par échouer sur une petite berge boueuse près d'un pont départemental, au lever du soleil, m'effondrant, à moitié mort d'hypothermie. Des automobilistes m'ont trouvé et ont appelé les secours. J'ai raconté que ma barque s'était retournée et que je m'étais perdu. J'ai démissionné de la fondation le mois suivant. Je n'ai jamais rédigé le rapport sur le manoir des eaux mortes. Yannick le batelier avait raison. Le marais garde ce qui lui appartient. Aujourd'hui, physiquement, je vais bien. Je vis dans le sud de la France, loin des zones humides. Mais ma punition est insidieuse, intime. Peu importe la quantité d'eau que je bois, ma gorge est toujours sèche. Ma peau craquelle. Je me réveille la nuit avec la bouche remplie de l'odeur de la poussière ancienne. J'achète des humidificateurs par dizaines. Mais au fond de moi, je sais. L'assoiffé ne m'a pas complètement attrapé cette nuit-là, mais il m'a touché par son aura. Et goutte par goutte, jour après jour, depuis des centaines de kilomètres, il est en train de me boire. Le silence qui suit une histoire d'horreur est toujours le plus lourd, n'est-ce pas? Il s'insinue dans la pièce avec vous. Il vous fait douter des fondations même de votre maison. Les murs qui vous entourent vous protègent-ils vraiment de l'extérieur, ou vous enferment-ils avec ce qui se trouve déjà à l'intérieur? Nous avons voyagé des demeures bourgeoises hantées par leurs propres règles, aux fermes bretonnes maudites, en passant par des manoirs capables d'effacer la mémoire, jusqu'aux eaux mortes de l'oubli. Le dénominateur commun de ces récits glaçants est la faim. L'abandon crée un vide, et la nature du vide est de vouloir se remplir. Parfois avec la poussière, parfois avec le vent, et parfois avec vous. Si vous avez survécu à cette exploration cauchemardesque, n'oubliez pas de laisser un j'aime sur cette vidéo, de partager vos propres expériences troublantes dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer nos prochaines plongées dans l'abîme. Votre soutien est la lumière qui repousse les ombres de cette chaîne. Ce soir, avant de vous coucher, vérifiez vos miroirs. Ne tapez pas contre les murs de bois.
Et si vous entendez le plancher craquer de manière trop régulière dans le couloir, fermez fort les yeux, cachez-vous sous les couvertures et priez pour qu'il ne cherche pas un écho. Faites de beaux rêves, ou du moins, essayez. Bonne nuit, et méfiez-vous de ceux qui dorment dans la poussière.